Merci Guillaume, à demain. Et maintenant, l'invité de la matinale, il publie La question israélienne aux éditions de l'Observatoire et il est aussi directeur adjoint pour la Fondation pour la recherche stratégique. Avec lui, nous évoquerons les deux sujets internationaux du jour, la solitude européenne en soutien de l'Ukraine et bien sûr l'avenir de Gaza, tel que se l'imaginent Netanyahou et Donald Trump. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de ce livre intitulé La question israélienne. Mais avant cela, l'Europe isolée par Trump, l'Europe ignorée dans le règlement de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Comment cette Europe qui se réunit aujourd'hui à Paris pour trouver une parade peut-elle revenir dans le jeu, autrement dit, peser sur le règlement de la paix en Ukraine ? En fait, l'Europe a deux problèmes immédiats. Le premier, c'est bien sûr comment peser, vous l'avez dit, sur le règlement de la guerre en Ukraine. Le deuxième, c'est comment faire, comment se défendre si l'Amérique n'est plus le partenaire relativement fiable qu'elle a été depuis 1949. En fait, la ligne qui a été adoptée par la plupart des pays européens, j'entendais encore Jean-Noël Barrot l'a souligné hier, c'est nous, on soutiendra l'Ukraine tant qu'elle voudra se battre. On va pas être plus ukrainien que les Ukrainiens, mais on ne sera pas non plus moins ukrainien que les Ukrainiens. Autrement dit, il n'y a pas de problème pour augmenter, sauf que, bien sûr, nous avons tous des contraintes budgétaires, mais s'il faut augmenter un peu notre assistance à l'Ukraine, on le fera. S'il faut envoyer des troupes pour garantir un cessez-le-feu, et donc garantir la sécurité de l'Ukraine avec un cessez-le-feu durable, on pourra le faire. Je précise quand même que on n'a absolument pas la possibilité entre Européens de déployer, comme les Américains en Corée du Sud, par exemple, des centaines de milliers de soldats. C'est pas du tout le sujet. Mais en tout cas, la France, qui avait été la première à le dire, et la Grande-Bretagne ont déjà dit que ça serait une possibilité. Après, voilà, maintenant c'est à l'Ukraine aussi de jouer. Nous n'allons pas remplacer non plus les Ukrainiens dans cette négociation. On veut simplement que la sécurité du continent européen ne soit pas décidée seulement entre Washington et Moscou. Et il faut préciser que quand Keir Starmer ou les autres Européens disent on est prêt à soutenir l'Ukraine et envoyer des troupes dans le cadre d'un accord de paix qui le garantirait. Oui, tout à fait. Il s'agit absolument pas d'envoyer... D'aller faire la guerre contre les Russes et les Nord-Coréens. Absolument pas. Je précise encore une fois que ça n'est que dans le cas, et on n'y est pas du tout, où il y aurait un accord de cessez-le-feu durable qui permettrait d'avoir des conditions de sécurité sur place où nous pourrions envoyer non pas des casques bleus français, britanniques et autres, mais des soldats qui permettent tout simplement de surveiller et de garantir la paix. On célèbre cette année les 80 ans de la paix de 1945, de la victoire des Américains notamment et des Européens contre l'Allemagne nazie. Et donc on se pose cette question, 80 ans après, les États-Unis sont-ils encore un allié de l'Europe ? Vous savez, cette question, on se l'est posée déjà de nombreuses fois depuis 1949. On n'a pas pensé que l'histoire des relations transatlantiques de l'OTAN, c'est un lit de roses. Vous savez aussi que j'ai retrouvé une citation d'Henry Kissinger qui disait en 79, il faudrait que nos alliés cessent de nous demander des garanties de sécurité, des engagements que nous ne pourrions pas nécessairement tenir si la menace soviétique était véritablement prégnante et s'il y avait une menace nucléaire immédiate. On a déjà eu des crises de la relation transatlantique. On a aussi une population américaine qui, il faut le souligner, reste majoritairement favorable à ce que l'Amérique défende l'Europe et aussi parce que c'est son propre intérêt. Le trumpisme est un moment important de l'histoire américaine et de l'histoire des relations transatlantiques, mais proclamer d'emblée que maintenant c'est terminé l'OTAN et qu'il va falloir se débrouiller tout seul, on n'y est pas. Bruno Tertrais, vous croyez vraiment que l'électorat de Trump en a quelque chose à faire de Paris, de Londres, de Venise, de Berlin? Ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, moi je suis beaucoup ces sondages parce qu'ils sont réguliers tous les ans depuis 60 ans. En fait, c'est vrai, essentiellement l'électorat démocrate, mais pas seulement, qui soutient l'idée de cette communauté de destin avec l'Europe et qui comprend que la Russie, si on la laisse menacer l'Europe directement, à la fin, ce sont quand même les intérêts américains qui sont en cause. Il faut toujours rappeler qu'il y a les deux continents qui sont les plus intégrés dans le monde sur le plan économique, financier, commercial, c'est l'Amérique du Nord et l'Europe. Et c'est aussi pour cela que je crois qu'à un moment, la maison
Maison-Blanche et l'administration américaine vont se rendre compte qu'ils peuvent pas faire n'importe quoi. S'ils veulent jouer l'épreuve de force, il faut qu'on puisse la jouer aussi. C'est ça qui se joue aujourd'hui et le réveil est tardif, mais je crois qu'il commence à arriver. Dans tous les livres d'histoire que nos auditeurs ont étudiés, il y a un chapitre sur la CED, la Communauté Européenne de Défense. Serpent de mer, évidemment. Ça n'a jamais marché. Est-ce que cette fois, ça peut marcher? Est-ce que le discours de J.D. Vance vendredi, discours surréaliste du point de vue des Européens, peut provoquer l'électrochoc qui conduirait évidemment la communauté des États européens à se doter d'une défense commune? Non, je crois pas, parce qu'il y a eu un autre discours avant, celui de Peter Hegseth, le secrétaire à la Défense, et qui en gros a dit, et c'était un discours minutieusement préparé et calibré, qu'il maintenait l'OTAN, que l'Amérique était toujours là, mais que désormais elle serait en deuxième ligne. Donc tant que l'OTAN est là, tant que les Américains, et Trump notamment, n'ont pas dit l'article 5, le 1 pour tous, tous pour un, eh bien, il n'a plus lieu d'être, il n'y a pas de raison de remplacer l'OTAN par quelque chose d'autre. Le gros problème pour les Européens, ça va être de voir si l'Alliance Atlantique peut fonctionner sans leadership américain. Parce que s'il n'y a plus de leadership américain, eh bien, aucun autre pays ne peut le remplacer. D'ailleurs, un des problèmes, c'est que justement, on n'a pas de leader fort en Allemagne et il n'y a pas d'Europe forte sans une France forte et une Allemagne forte. Ce week-end, Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'est félicité de la stratégie commune avec les États-Unis à Gaza. Et c'est à croire que la méthode de Trump est la même à Gaza et en Ukraine. Faire la paix sans les États concernés. En clair, pour l'Ukraine, on s'entend avec Poutine. Pour Gaza, on s'entend avec Netanyahou. Dans les deux cas, il y a peut-être l'Arabie Saoudite qui est mise à contribution. Ce serait un autre point commun. Que vous inspire cette façon d'imposer la paix? Trump considère le monde comme un gigantesque marché immobilier. Trump, on le sait, a une stratégie qui commence à assommer tout le monde, ses alliés et ses adversaires, pour pouvoir ensuite discuter. L'idée de renverser la table, de remettre les compteurs à zéro quand une situation est bloquée, et on voit que ce soit la guerre en Ukraine où les développements militaires ne sont pas très nombreux depuis maintenant 1 an et demi, ou la paix au Proche-Orient où les choses n'avancent pas non plus depuis maintenant plusieurs décennies. Donc l'idée de renverser la table, de remettre les compteurs à zéro n'est pas complètement absurde. Le problème, c'est qu'il se met un peu tout le monde à dos, ses alliés et ses adversaires, mais je n'exclus pas quand même que ça puisse marcher un peu quand on voit par exemple que les Émirats Arabes Unis disent écoutez, oui, sur Gaza, après tout, il faut réfléchir, il y a peut-être des idées intéressantes dans ce que dit Trump. Ce qui est certain, c'est qu'on ne fera pas la paix en Ukraine sans les Ukrainiens et la paix au Proche-Orient sans les Palestiniens. Tout au plus peut-on imaginer que les Saoudiens prennent une place majeure, ce qui est déjà en fait le cas en sous-main, dans les tentative d'imaginer un nouveau futur pour Gaza. Il reste que pour l'instant, personne n'a trouvé d'autre solution acceptable que celle d'un territoire, d'une bande de Gaza qui ne soit ni gouvernée par le Hamas, ni gouvernée par Israël. Les Saoudiens qui pourraient accueillir une rencontre entre Poutine et Trump éventuellement. Vous publiez, Bruno Tertrais, la question israélienne en essayant de comprendre pourquoi, près de 80 ans après sa création, Israël concentre encore les passions, les procès en légitimité et des accusations les plus outrancières souvent. Est-ce que vous avez la réponse à ça? Pourquoi Israël au centre de tant de crispation? Écoutez, je propose bien sûr des réponses qui consistent à dire que, au bout du compte, ça n'est pas un État particulier, ce n'est pas un État exceptionnel, sauf que, bien sûr, quand vous êtes israélien, vous pensez qu'il est exceptionnel, de même que quand on est français, on pense que la France est exceptionnelle. Mais je n'arrive pas à trouver à la fin d'autres explications que si cet État est autant stigmatisé, c'est moins pour des raisons objective. Bien sûr, il occupe des territoires qui sont pas les siens, mais il y a d'autres pays qui occupent. Bien sûr, il colonise, mais il y a d'autres pays qui colonisent. À la fin, c'est quand même le fait que ça soit un État juif. C'est quelque chose qui reste au cœur de la perception qu'en ont le reste du monde. C'est aussi simple que cela. Et je traduis d'une certaine manière le vieux problème de ce qu'on appelait la question juive au 19e siècle, qui devient la question israélienne, à savoir est-ce que Israël peut vivre normalement au Moyen-Orient dans un environnement qui lui reste en partie hostile. J'ai bien en partie parce que un des paradoxes que je souligne dans ce livre, c'est que depuis le 7 octobre, finalement, Israël est beaucoup moins isolé sur le plan diplomatique qu'il ne l'était il y a une trentaine d'années, mais c'est le peuple juif qui se sent plus isolé aujourd'hui, car il a le sentiment que la solidarité internationale n'a pas été au rendez-vous depuis le 7 octobre. Bien sûr, on va dire, c'est parce que c'est à cause, soi-disant, de la vigueur et parfois de l'horreur de la riposte israélienne depuis le 7 octobre,
octobre. Mais ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'on a du mal à se rappeler que les bombardements, quand on fait une opération militaire majeure en zone urbaine, ça fait toujours énormément de morts. C'est triste, mais c'est comme ça et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc moi, ce qui m'ennuie, ce qui me gêne, ce qui me trouble, c'est pourquoi se focaliser autant sur cette guerre-là, alors que d'autres pays, d'autres forces politiques dans le monde font des choses beaucoup plus épouvantables. C'est une focalisation qui est évidemment liée à l'histoire du pays, mais qui est aussi liée à l'histoire de la décolonisation et à l'histoire des gauches européennes qui sont obsédées par la question israélienne. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu un renversement historique. En fait, Israël, au départ, le projet israélien, qui est un projet d'ailleurs décolonisateur, puisque c'est un mandat britannique et c'est la décolonisation de l'Empire ottoman qui intervient juste avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, le projet israélien avait d'une certaine sympathie, recueilli une certaine sympathie dans les gauches, notamment dans les gauches socialistes européennes. Aujourd'hui, il y a un renversement total. Les gauches radicales partout dans le monde, trouvent dans la question palestinienne une sorte d'exutoire parfait. Je décris la cause palestinienne, encore une fois, je le dis toujours, légitime, et je pense que les Palestiniens doivent avoir un État, même si on n'y est pas, et ça c'est sans doute pas pour demain. C'est devenu la cause parfaite, celle qui réunit l'anticolonialisme, l'anticapitalisme, l'anti-occidentalisme, l'anti-américanisme et bien sûr l'antisémitisme. Donc la symbolique de cette cause particulière que je décortique dans le livre, elle est à mon avis excessive au regard de la réalité du problème palestinien, parce que c'est quand même pas le seul peuple sans État dans le monde, c'est pas le seul peuple occupé et c'est pas non plus le seul peuple colonisé. Quand on écoute Trump et Netanyahou, on s'aperçoit qu'ils disent pas tout à fait la même chose tous les deux. Même si Netanyahou disait hier nous, il disait nous en parlant des États-Unis et d'Israël. Trump parle malgré tout de paix. Netanyahou parle d'éradication définitive du Hamas. L'un voit à moyen terme, l'autre à très court terme. Est-ce qu'ils sont vraiment en phase, ces deux-là ? Pas totalement. Il faut toujours se rappeler qu'ils ne s'entendent pas si bien que cela sur le plan personnel. Mais Netanyahou, il fait avec ce qu'il a. Quand on est Israël, on fait avec ce qu'on a. Et bien sûr, le simple fait que Trump, par exemple, ait accepté le déplacement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem pendant son premier mandat, en a fait un roi d'Israël pour les siècles et les siècles. Mais évidemment, ils n'ont pas tout à fait le même projet. Trump n'aime pas la guerre, ne veut pas de la guerre parce que c'est mauvais pour le business. La préoccupation de Netanyahou, c'est de terminer le travail, entre guillemets, et bien sûr de libérer les otages. Je précise d'ailleurs qu'on a complètement oublié que Trump avait dit si tous les otages ne sont pas libérés samedi à midi, l'enfer va se déchaîner. Oui, aussi, oui. À ma connaissance, tous les otages n'ont pas été libérés. Votre livre se termine par ces mots: si Israël se perdait, c'est le rêve libéral et moderne qui se perdrait, et au-delà l'idée même de l'universel et de l'unicité de la condition humaine. On dirait que vous parlez aussi pour l'Europe, en vérité. Israël, Europe, c'est un creuset et effectivement on voit les valeurs de l'Europe remises en question, affaiblies et vous tirez les mêmes conclusions pour Israël dans un autre contexte. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut plus parler aujourd'hui d'Israël comme un pays occidental. Ça n'est plus le pays fondé essentiellement par des Juifs polonais après la guerre. C'est un pays moyen-oriental et la grande question pour nous Européens, c'est de savoir si justement c'est un pays avec lequel nous partageons encore ces valeurs universelles ou si nous sommes en train de se séparer de lui ou lui de se séparer de nous. Bruno Tertrais, ami inquiet d'Israël, c'est ce qu'il dit dans l'avant-propos à ce livre. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier donc cette question israélienne aux éditions de l'Observatoire et que votre Guerre des mondes, sous-titré Le retour de la géopolitique et le choc des empires, est réédité en poche chez Alpha. Merci Bruno Tertrais. Merci beaucoup. À bientôt. À suivre le rappel des titres à la revue de presse et nos esprits libres du jour. Anne de Guigné du Figaro et Maître Sophie Obadia, Radio Classique.